Bonjour à tous. Merci d'assister à cet atelier. L'objectif de cet atelier, ça va être de vous présenter l'assurabilité sous l'angle de son transfert vers les marchés financiers. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ça? Ça va être essentiellement le transfert du risque, principalement de catastrophes naturelles, mais pas que, vers les marchés, donc via des instruments assez connus comme les cat bonds ou d'autres types d'instruments. L'objectif n'est pas d'avoir une vision qui soit uniquement la vision cédante. Donc on va regarder la vision des cédantes avec le besoin de disposer d'une couverture plus forte de protection et de transfert de risque par rapport à la réassurance, mais également d'avoir une vision de comment est-ce qu'on peut investir également dans les ILS, dans les cat bonds. Donc par exemple pour un assureur vie ou non-vie qui voudrait y placer une partie de son allocation d'actifs, et par ce biais, comment fonctionnent les fonds ILS, donc c'est-à-dire les fonds d'investissement qui permettent d'investir dans ces instruments financiers. Donc pour cette présentation, on aura trois parties. D'abord, un point de vue davantage transfert du risque et cédante. Une deuxième section qui va plutôt être la présentation du marché des différents ILS, donc ILS qui veut dire Insurance Linked Securities, donc c'est-à-dire les actifs qui sont liés à du risque d'assurance. Et on aura une troisième section qui sera plutôt orientée actif. Quel intérêt, quel risque à investir dans la classe d'actifs ILS. Donc on sera 4 pour cette présentation, peut-être dans l'ordre. Bonjour, donc je m'appelle Grégory Schaeffer, je suis gérant ILS, donc je gère un fonds ILS chez Score Investment Partners. Laurent Saumon, moi je suis courtier solutions structurées au bureau de Paris de Guy Carpenter, donc ce qui me donne l'occasion de travailler à la fois sur des programmes traditionnels, mais aussi de la façon de faire venir des capacités dites alternatives ou des capacités ILS. Bastien Godrix, je suis associé chez Oliver Wyman. Bonjour à tous, Alexandra Marek, je suis senior manager chez Oliver Wyman. Donc peut-être avant d'aller plus dans le détail des différents produits ILS, des intervenants sur le marché, voilà, je voulais peut-être revenir quelques minutes sur finalement la chaîne de transfert de risque que l'on a dans le marché de la réassurance, de la réassurance, etc. Parce que finalement, quand on regarde pourquoi un particulier et pourquoi une entreprise achète une police d'assurance, généralement c'est plutôt pour se couvrir contre un risque financier, voilà, qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas porter. Donc elle demande à son assureur, en contrepartie d'une prime d'assurance, eh bien, de lui reprendre tout ou partie de ce risque. Et ce déploiement en fait, de cette chaîne de transfert de risque, finalement on la retrouve bien entendu dans un format un peu autre, avec des volumétriques qui sont également très différentes, mais entre l'assureur et le réassureur, puisque l'assureur il va avoir des concentrations d'exposition, il va avoir des limitations en termes de capital. Donc lui aussi, il va avoir besoin de retransférer une partie de ce risque auprès d'autres preneurs de risques et donc auprès du réassureur. Et le réassureur lui-même, même s'il fait la diversification, même s'il gère la volatilité de ses souscriptions, il va avoir également besoin de lisser dans le temps cette volatilité, il a peut-être des surconcentrations sur certaines zones géographiques ou certains types de produits sur lesquels il est un peu moins à l'aise. Donc, il va aller chercher encore une dernière étape que sont les rétrocessionnaires. Donc, ça finit un peu cette globalisation vraiment du risque. On parle de la police d'assurance, donc quelque chose de très, très granulaire. Et puis, on va jusqu'au niveau de la rétrocession, où là, on est sur des portefeuilles plutôt mondiaux, et donc qui sont diversifiés à l'extrême et qui vont chercher vraiment les pics de concentration les plus forts. Donc une fois qu'on a redonné un petit peu ce schéma-là, et je vous rassure, on arrête, il n'y a pas de rétrocessionnaire, on a un impact aussi de prix qui va dans les deux sens. Et à la fois un sinistre sur une police d'assurance, ça peut avoir un impact jusqu'au prix de la réassurance. Et on peut donner un exemple, le crash d'avion qu'il y a eu récemment, il y a des chances que ça impacte le prix de la réassurance sur le transport aérien. Et puis à l'inverse, si on a une raréfaction de la capacité de la rétrocession,
ça va avoir des conséquences sur le prix de la réassurance qui lui-même pourra impacter directement le prix pour l'assureur de ses polices d'assurance. Donc, on a vraiment ce jeu aussi de vases communicants entre capacité et prix qui vont de l'un et de l'autre. Et où interviennent les marchés ILS? Eh bien, finalement, ils peuvent intervenir à chacun des différents échelons que l'on vient de citer. Ils peuvent intervenir directement au niveau des entreprises, pas au niveau des particuliers, mais au niveau des entreprises pour couvrir un besoin très spécifique du tremblement de terre sur une usine en Italie, jusqu'à fournir de la capacité en rétrocession. Donc, encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que je voulais souligner, c'est que les marchés ILS peuvent s'insérer à peu près à n'importe quelle partie de cette chaîne de transfert de risque. Sur ce graphique, vous avez une représentation des sinistres de plus de 100 millions de dollars sur à peu près 15 ans. Donc on voit clairement qu'il s'est passé quelque chose et qu'on a beaucoup plus d'aléas, on a beaucoup plus de sinistralité ces dernières années. Et quand on croise un petit peu là où on a de la fréquence et là où on a de la sévérité, là où on a de la valeur assurée, eh bien on se rend compte qu'à peu près un tiers de l'ensemble de ces sinistres sont liés aux ouragans aux États-Unis. Donc c'est vraiment la saison des ouragans aux États-Unis, voilà, ça va vraiment marquer fortement la sinistralité en assurance et ça va se répercuter, je dirais, au niveau mondial sur cette chaîne de transfert de risque qu'on a vu précédemment. En raison de la forte sinistralité qu'on a eue 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, même si à chaque fois, ce n'est pas exactement la même cause, on a aussi eu des sinistres liés au Covid, donc phénomène totalement imprévu, mais qui a des répercussions sur ce marché de l'assurance et de la réassurance. Finalement, quelle a été la réaction ou la réponse des réassureurs à cette succession de mauvaises années? C'est plutôt une aversion un peu plus forte sur le risque, sortie de certains programmes. Et donc finalement, aujourd'hui, les réassureurs jouent peut-être un peu moins leur rôle d'amortisseur de la sinistralité d'assurance qu'ils le faisaient par le passé. Et pour essayer de quantifier un petit peu ça, si on prend la part des réassureurs dans la sinistralité 2017-2022, ils ont pris à peu près 20% de la sinistralité. Donc c'est-à-dire que le marché de la réassurance, voilà, c'est quand même quelque chose de matériel, puisqu'en bout de chaîne, ils reprenaient 20% des sinistres. Et si on regarde uniquement les 2 dernières années, ils ne prennent plus que 14% de la sinistralité. Donc même si le niveau de sinistralité reste très élevé, finalement, les réassureurs sont un peu en retrait. Et ça aussi, ça a été un facteur qui a permis d'accélérer un peu le développement des ILS, parce que finalement, les ILS peuvent s'engouffrer dans cette voie où les réassureurs se retirent, donc les fonds, eux, à l'inverse, peuvent rentrer plus facilement sur le marché. Pour illustrer à nouveau cette perméabilité entre capacité et prix, vous avez sur cette représentation, sur la ligne jaune, vous avez un indice de prix. Donc c'est un indice de taux de prime, de rate online. La base 100 était en 2000, mais voilà, ça vous donne les fluctuations au niveau mondial des coûts de la réassurance en agrégé d'une année à l'autre. Et puis en bas, vous avez la capacité de réassurance traditionnelle en bleu foncé, vous avez la capacité ILS en bleu clair. Donc on a une première plage qui se situe entre 2013 et 2016-2017. On voit qu'on a finalement de la capacité qui est plutôt croissante. Chaque année, il y a un peu plus de capacité de réassurance et ça explique peu de sinistralité. Je ne sais pas si vous vous rappelez le slide précédent, mais peu de sinistralité ces années-là. Donc finalement, ça fait décroître les prix de la réassurance. Notre courbe jaune baisse. Ensuite, on a une deuxième phase où on a eu beaucoup de sinistralité. On a eu des gros ouragans aux États-Unis en 2017. Après, on l'a vu, Covid, etc. Donc sur la 2017, 2018, 2019, 2020, il y a beaucoup de sinistralité, mais en même temps, tout le monde s'attend à ce que les coûts de réassurance augmentent beaucoup. Donc ça fait venir beaucoup de capitaux. Et là, on le voit très nettement sur le graphique. On passe de à peu près 420 à 570 milliards de capacité. Donc finalement, il y a trop de capacité. Et donc, au lieu d'avoir les prix qui montent, on a les prix qui se stabilisent malgré une très forte sinistralité. Et là, on a eu la rupture. C'est en 2022 avec l'ouragan Yann, où finalement, on a une baisse de la capacité de réassurance, même si elle n'est pas forcément très, très intense, mais
il y a une rupture de cette tendance de capacité qui croît. Et donc là, par contre, la rate online, les indices de prix qui augmentent très fortement, c'est ce que vous avez à la fin de la courbe jaune. On voit vraiment un bump de capacité. Donc ça a fait venir beaucoup de fonds ILS. Il y a un véritable je dirais, shift dans la perception de la capacité ILS pour les acheteurs de réassurance que sont les assureurs. Et si on reprend la tendance sur l'historique que vous avez un taux de croissance de la capacité de la réassurance qui est d'à peu près 4% par an, alors que sur les fonds IS, vous êtes de 8%. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 20% de la capacité totale de réassurance, mais c'est à peu près 50% de la capacité en rétro. Donc si on remet ce schéma d'influence des prix entre l'un et l'autre, finalement, les fonds ILS influent sur à peu près 50% de la rétro et donc par ricochet sur toute la chaîne. Comment on peut utiliser cette capacité ILS dans un programme schématisé de réassurance? Voilà, généralement, les programmes sont faits en différentes tranches. Donc, en bas, une rétention qui est conservée par l'assureur et après, on s'éloigne du risque progressivement pour vraiment se concentrer sur les phénomènes les plus rares et les plus intenses. Ces placements en tranches ne conviennent pas forcément, enfin toutes les tranches ne conviennent pas forcément au fonds ILS. Si on est tout en haut, on ne va pas atteindre les rendements minimaux demandés par ces investisseurs ILS, donc ils ne seront pas très compétitifs. Ils n'ont pas le levier que peut avoir un réassureur plus global. À l'inverse, si on est tout en bas, on va être très très près du risque, des tranches qui travaillent beaucoup, et donc là aussi ça pourra poser des difficultés pour les fonds. Ils maîtriseront peut-être moins des périls dits secondaires. Voilà, en gros, ils aiment bien les phénomènes que l'on retrouve dans les titres de presse, mais si c'est des phénomènes plus locaux, c'est plus compliqué pour eux de les appréhender, de les expliquer à leurs propres investisseurs. Donc généralement, on retrouve les fonds ILS plutôt au milieu. C'est ce que vous avez en bleu foncé. Donc après, voilà, il y a un panachage entre capacité traditionnelle et capacité ILS. On peut aussi les faire intervenir de manière proportionnelle, donc en travers, via des instruments dits sidecar, c'est la case jaune que vous avez là. Et donc tout le jeu de structuration, c'est d'optimiser le placement entre là où j'ai plutôt intérêt à aller voir des fonds LS, ou là j'ai plutôt intérêt à rester sur de la capacité traditionnelle. Je voulais aussi vous donner un petit peu un aperçu de qui sont les émetteurs, donc qui sont les sponsors, les cédantes qui font appel à cette capacité ILS aujourd'hui d'une perspective à la fois française mais aussi européenne. Alors il faut savoir que les émetteurs européens du marché ILS, voilà, ça reste une proportion ténue, c'est peut-être moins de 10% des émissions qui vont directement sur du risque européen. Après, on peut avoir des réassureurs européens qui couvrent des risques non européens. Mais voilà, ça reste quand même une partie plus modeste du marché LS, mais on a quand même quelques gros acheteurs comme, alors c'est essentiellement des rassureurs voilà, qui vont faire des très gros volumes comme Swiss Re ou Score. Mais parmi les 20 sponsors européens, il y en a 15 qui sont assureurs. Donc c'est un outil qui est de plus en plus pertinent aussi pour les assureurs. Et si je vous avais fait le même graphique en 2015, il y aurait eu 3 noms. Si je vous avais fait le même en 2022, il y en aurait eu 6. Et là, depuis 2023, encore une fois, c'est lié à ce phénomène d'inflation des prix de la réassurance. Le marché LS est devenu beaucoup plus compétitif. En tout cas, les avantages du marché LS sont beaucoup plus prégnants pour les assureurs européens. Donc aujourd'hui, on a 20 émetteurs. L'essentiel sont des primo-émetteurs depuis 2023 et aussi sur des risques très différents. Par exemple, il y a une opération pour Garead, donc pour un pool terrorisme. Voilà, c'est quelque chose qui aurait été assez étonnant à faire il y a quelques années. Donc je pense que ça montre le fait que les investisseurs ILS peuvent aller sur des risques de plus en plus divers. Donc, on va parler maintenant de façon un peu plus générale des marchés des ILS. Alors, on parle de marché de la réassurance alternative. Donc, réassurance alternative parce que, en fait, on parle de capacité alternative qui ne va pas être fournie par les réassureurs traditionnels,
mais de façon collatéralisée par d'autres intervenants plus financiers, typiquement les fonds ILS. Ce marché est en croissance assez régulière. Donc on voit sur le graphique de gauche que la croissance est assez soutenue et relativement constante, à part quelques années après 2017-2018. En fait, il y a eu une assez forte sinistralité pour l'ILS dans les événements climatiques, notamment aux États-Unis et aussi au Japon. Donc, il y a eu un peu une baisse de capacité. Et c'est reparti ensuite. Et on arrive aujourd'hui à des niveaux records. Donc ce marché de la réassurance alternative, on le décompose en différents segments en fonction des produits sous-jacents. On va commencer par le jaune-orange. Donc le premier, c'est les sidecars. Donc Laurent les a mentionnés tout à l'heure. Donc en fait, c'est une participation à un book de souscription qui est proposé par les réassureurs traditionnels à d'autres investisseurs. Donc là, on est vraiment proche des réassureurs traditionnels. Ensuite, la réassurance collatéralisée. Donc la réassurance collatéralisée, les CRI, Collateralized Reinsurance, en fait, c'est simplement les programmes de réassurance traditionnels, mais auxquels les fonds ILS vont accéder via un montage collatéralisé. Donc, mais c'est vraiment le même risque que celui que peut souscrire le réassureur traditionnel. Alors ensuite, on va s'éloigner un peu plus de la réassurance traditionnelle avec les Industry Loss Warranties, les ALWs, donc le vert. Donc c'est la plus petite sous-partie de ce marché, mais c'est tout de même un produit intéressant. Ce sont des produits dérivés, donc en fait, ce sont des produits qui sont déclenchés par les pertes au niveau de l'industrie. Donc, par exemple, si vous vous exposez à des pertes ouragan US, vous pourrez perdre votre investissement si jamais l'ensemble de l'industrie de l'assurance US perd plus de 50 milliards, par exemple, sur un ouragan. Donc, c'est ce type de produits, ALW, qui sont déclenchés par les pertes au niveau de l'assurance globale. Et non pas un assureur que vous couvririez, par exemple, dans un contrat de réassurance collatéralisé. Et donc, ces trois produits dont je viens de parler sont des produits OTC, donc de gré à gré, avec une liquidité relativement faible. Le quatrième segment, donc celui qui est en fait en plus forte croissance, si on regarde le graphique, le bleu, en fait, c'est vraiment celui qui soutient la croissance ces dernières années. Donc, ce sont les cat bonds. Là, le marché actuel est au-delà de 50 milliards de dollars, donc c'est encore un marché de niche pour la finance, mais en fait, pour la réassurance alternative, c'est quand même une grosse composante. Donc les cat bonds, donc principalement des risques de type catastrophe naturelle. Comme a dit Laurent, il y a quelques exceptions. Par exemple, le risque cyber, du risque de pandémie, des choses comme ça, ou terrorisme, qui peuvent être proposés ponctuellement, mais c'est vraiment surtout 95%, voire plus, catastrophes naturelles, ouragans, tremblements de terre, inondations, tornades, voilà, grêle, ce genre de risque, typiquement, feu de forêt, dans l'actualité. Ce sont des produits relativement liquides par rapport aux autres et avec une maturité un peu plus longue de 3 à 5 ans. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un cat bond? Donc, c'est vraiment la passerelle entre la finance et la réassurance. Donc, un sponsor, donc par exemple un assureur, voudra émettre un cat bond qui va créer un SPV, donc un véhicule dédié, qui va émettre ce cat bond, qui va être simplement une obligation, donc une obligation émise par ce SPV. Donc, quelles sont des caractéristiques, on va dire, classiques, c'est que les investisseurs vont donc mettre de l'argent qui va être mis dans un compte de collatéral qui va produire du rendement. La cédante va collatéraliser les primes du cat bond. Donc le cat bond évidemment va payer collatéral plus prime,
Et la partie intéressante, c'est que le SPV est lié avec l'assureur par un contrat de réassurance. Et donc, si ce contrat est déclenché, le collatéral ira au sponsor. Et si ce contrat n'est pas déclenché, il sera remboursé à maturité aux investisseurs. Donc, typiquement, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, donc contrat de réassurance sur des pertes, sur par exemple, tremblements de terre ou des choses comme ça. Donc c'est un produit financier qui a une certaine liquidité, qu'on peut le traiter en seconde. Il y a un marché secondaire qui est relativement actif. Les courtiers le valorisent également de façon à minima hebdomadaire. Donc vous avez des listes de cas de monde. Donc c'est relativement transparent et simple à valoriser pour un fonds ILS. Et c'est vrai que c'est un produit très intéressant grâce à ces deux caractéristiques, quoi. Alors, plus précisément, quel type de déclencheur on peut avoir dans un cas de bond. Donc là, on les a répartis en 4 types. Donc, un type indemnitaire. Donc, indemnitaire, c'est celui qui est le plus proche du risque sous-jacent. Donc, ça va être basé sur les pertes du sponsor. Donc, votre assureur, voilà, il fait la somme de tout ce qu'il doit à ses assurés. Et c'est ce total, évidemment, pour un événement qui est prévu par le cas de bond, qui va être le déclencheur ou non du cas de bond. C'est si le niveau requis est dépassé ou pas. Deuxième type de déclencheur, c'est la perte au niveau de l'industrie. Donc ça ressemble, c'est la même chose que ce dont on a parlé pour les LW tout à l'heure. Donc il y a des sociétés, donc par exemple PCS et Perils, qui communiquent sur des chiffres globaux de pertes assurantielles en fonction sur certains pays pour certains types de risques. Et donc c'est ce chiffre global qui va être utilisé pour définir s'il y a un déclenchement ou pas du cas de bond. La boîte suivante en grise, alors on me dit que vous ne voyez pas forcément ce qui est écrit dedans, mais c'est perte modélisée. Donc une perte modélisée, c'est une perte théorique. Vous avez un modèle qui est défini, un portefeuille qui est défini, et vous saisissez dans le modèle les caractéristiques d'un événement. Par exemple, vous dites, voilà, il y a un ouragan de catégorie 4 qui a eu cette trajectoire. Le modèle va tourner, va vous dire les pertes théoriques sur ce portefeuille sont de 500 millions. Et c'est ce chiffre qui va définir le fait que le cas de bond va être déclenché ou pas. Et donc le dernier, c'est déclenchement paramétrique. Donc cette fois-ci, encore plus près de l'événement. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on s'éloigne un peu de la perte assurantielle et on se rapproche de l'événement. Donc là, l'événement, on va dire par exemple, le cas de bond sera déclenché si vous avez un tremblement de terre de magnitude tant à tel endroit. Voilà. Donc c'est très précis. On a classé ces différents types de déclenchement en abscisse par le risque de base pour le sponsor. Donc évidemment, la partie indemnitaire, c'est vraiment son business, donc c'est celui où il n'y a pas de risque de base, quasiment pas. Et plus on va vers la droite, donc perte de l'industrie, il y a un risque de base parce que typiquement, il va faire une estimation sur sa part de marché, mais l'événement, il est local, donc si la zone touchée, sa part de marché est supérieure ou inférieure à sa part de marché globale, voilà, vous avez un risque de base. Perte modélisée, la perte théorique du modèle, ça ne va pas forcément être celle qu'il a subie. Et puis paramétrique, vous pouvez avoir un très gros risque de base. Par exemple, vous pouvez avoir aucune perte et que le cas de bond soit déclenché, ou bien que le cas de bond ne soit pas déclenché parce que vous êtes juste en dessous du niveau de déclenchement, mais par contre, qu'il y ait eu quand même énormément de dégâts et de pertes assurantielles. Et donc l'économie de capital offerte dont bénéficie le sponsor est évidemment inversement proportionnel à ce risque de base. Alors on peut peut-être dire aussi qu'il y a d'une certaine façon un risque de base ou en tout cas un appétit différent pour l'investisseur. C'est-à-dire que, comme disait Laurent tout à l'heure, l'investisseur, lui, il va avoir un risque de base entre
alors là, je vais parler d'un fonds ILS, mais pour son client, entre ce que le client a entendu d'un événement et la perte qu'on va lui annoncer sur son investissement. Donc si c'est un événement très local dont il n'a pas entendu parler, mais qui va toucher un petit assureur dont vous avez pris le cas de bond, le client ne va pas être content parce qu'il n'a pas entendu parler de ça et il a une perte. Si inversement, vous êtes plus autour de la perte de l'industrie, ça veut dire qu'a priori, quand vous aurez des pertes, ça va être des gros événements au niveau macro, donc pas de surprise de la part de vos investisseurs. Et ça se ressent évidemment sur l'appétit et le prix des différents types de déclencheurs. Donc sur le camembert de droite, on peut voir que c'est à peu près les 3/4 du marché qui sont de type indemnitaire. Et puis ensuite, perte de l'industrie et un petit peu de paramétrique. L'avantage du paramétrique pour le fonds ILS, c'est que, mais aussi pour la cédante d'ailleurs, c'est qu'on a vraiment la réponse tout de suite. C'est-à-dire que vous avez votre événement, le lendemain, vous tapez les paramètres et vous avez déclenché, pas déclenché. Si vous êtes dans l'indemnitaire, vous pouvez recueillir vos sinistres pendant des mois, ça peut évoluer. Et le fait d'être déclenché ou non peut être connu des mois ou ou des années après l'événement. Ça, c'est un exemple de comment on peut concrètement diversifier notre exposition ILS. Donc là, imaginons qu'on parte du milieu. Vous choisissez une région sur laquelle vous allez vous exposer, donc Europe, Japon, USA. Donc là, on voit que si on choisit les USA, vous avez tout un panel de risques sur lesquels vous pouvez vous exposer. Donc à chaque fois, encore un autre niveau de diversification. Donc là, c'est les types de risques. Catastrophes naturelles, tremblements de terre, ouragans. Vous avez aussi des cas de bond qui couvrent plusieurs types différents, donc multipérils. Après, sur chaque type de péril, vous avez encore un niveau de diversification, typiquement régional. Par exemple, les ouragans, vous avez ouragan Floride ou bien Texas, Nord-Est, etc. Ensuite, les différents types de déclencheurs qui sont aussi des diversifiants pour vos investissements. Niveau suivant en vert, alors bon, c'est peut-être un peu plus technique, mais en tout cas, vous avez différents types de façons de comptabiliser vos événements. Est-ce que vous êtes déclenché au premier événement? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il en faut un gros? Ou est-ce que vous pouvez aussi comptabiliser plein de petits événements? Voilà, donc tout ça diversifie également la façon dont votre portefeuille et vos différentes positions vont réagir. Et puis le niveau d'attachement, donc si vous êtes plus ou moins risqué. Donc là, on voit un petit exemple on va dire, de suivi de diversification sur la gauche, la carte des États-Unis. Donc, c'est relativement... La probabilité est relativement faible qu'un ouragan fasse toute la côte, le golfe du Mexique, etc. Donc, en fait, si vous avez une bonne répartition de votre risque tout le long de la côte, vous allez quand même être assez diversifié. C'est-à-dire que vous allez être touché à un endroit, mais pas partout. Donc peut-être pour résumer, ou en tout cas pour conclure, le processus d'investissement d'un portefeuille ILS est relativement similaire à celui d'un portefeuille obligataire classique, en tous les cas, quand il est constitué d'une bonne proportion de cas de bond, mais pas seulement. Déjà sur le principe, pour la partie sourcing, donc c'est trouver vos opportunités d'investissement. Donc les courtiers là vont vous mettre en relation avec des cédantes, vont vous présenter des cas de bond. Vous pouvez également avoir des relations directes avec certaines cédantes. Ensuite, une fois que vous avez identifié un peu un besoin, une recherche de capacité, quel que soit le segment, donc cas de bond, ALW, CRI, vous allez avoir les détails de la transaction. Alors pas forcément définitifs, mais en tous les cas, le risque, une idée du prix et puis de la structure. Donc certaines de ces caractéristiques peuvent évoluer, de la taille évidemment. Ensuite, il y a une analyse à la fois top-down et bottom-up sur votre portefeuille. Donc déjà sur les pros and cons, les qualités intrinsèques de l'opportunité d'investissement et puis de ce que vous voulez faire avec votre portefeuille, vos orientations, la situation actuelle, etc. Et la transaction elle-même, donc si c'est un OTC, ça va être proche de ce qui peut être fait en
en réassurance traditionnelle, donc c'est des contrats, etc. Et puis si c'est un cas de bond, ben, c'est vraiment comme pour un portefeuille obligataire classique, on traite avec chambre de compensation, etc. C'est des marchés listés, donc tout à fait liquides et transparents. On va maintenant passer à la troisième partie et s'interroger sur la façon d'investir dans des ILS et comprendre en tant qu'actuaire qui se respecte les avantages mais aussi les risques associés à un tel investissement. Et on verra également, si on a le temps, le traitement prudentiel applicable pour un assureur. Donc si on s'intéresse aux principaux gestionnaires de fonds ILS, on voit qu'ils sont principalement américains, suisses ou bermudéens. Et à eux seuls, ils représentent environ 83% des actifs sous gestion. On a 3 typologies d'acteurs qui gèrent des fonds ILS. Donc, on va avoir ceux qui font un peu de tout. Donc, c'est les asset managers classiques type AXA IM. On va avoir ceux qui ne font que ça. C'est plutôt des acteurs étrangers comme Fermat. Et on va avoir ceux qui sont liés à un réassureur comme Swiss Re ou comme Score IP. Et dans le dernier camembert, quand on regarde un peu le nombre de gestionnaires en fonction des actifs sous gestion, on voit que la plupart des gestionnaires ont moins de 6 milliards d'actifs sous gestion. Donc on a une forte dispersion des gérants, on n'a pas de concentration du business. Donc pour un investisseur ou plus spécifiquement par exemple pour un assureur qui peut être vie ou non vie qui déciderait d'investir et de placer une partie de son actif en fonds ILS, donc en fait mettre une petite proportion dans son allocation. Quels sont les avantages qu'il peut y avoir à choisir cette classe d'actifs et également à le faire soit en direct, soit via des fonds ILS. Un fonds ILS, quand on va investir dessus, il va rajouter une couche de diversification par rapport à un investissement direct. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des cas de bonds pour vous diversifier parce qu'on est sur des actifs qui sont très peu corrélés au marché financier. On est sur des actifs qui sont corrélés à des catastrophes naturelles, donc très résistants aux variations actions, de spread, etc. Donc qui peuvent avoir une place intéressante dans un portefeuille de ce point de vue-là. Et quand on va investir via un fonds ILS, on va avoir l'avantage par rapport à un investissement complet dans un unique cas de bond de s'ajouter une couche de diversification qui avait été présentée par Grégory, puisqu'on va avoir différentes zones géographiques et différents types de périls. Donc mécaniquement, on va rajouter une diversification supplémentaire dans les risques qui sont pris. Le fonds ILS peut aussi être un bon moyen d'entrer dans la catégorie d'actifs cas de bond pour un investisseur, par le fait de s'appuyer sur des équipes dont c'est l'activité, le métier, d'avoir tout de suite cette diversification par rapport au fait de se lancer dans un tout premier investissement en direct sur un cas de bond qui nécessiterait de pouvoir faire les études techniques du risque sous-jacent et d'avoir en tête tous les aspects de contractualisation, etc. Donc ça peut être un bon moyen d'entrée pour potentiellement après, pourquoi pas, développer l'expertise. Évidemment, on a eu toute la description de Grégory sur laquelle je ne reviens pas, mais sur l'aspect professionnel de cette gestion qui, en fait, dans son mode de fonctionnement, ressemble beaucoup à une gestion obligataire classique dans laquelle on va aller sourcer des émissions, analyser le risque de défaut pour une émission obligataire ou le risque de catastrophe pour un cas de bond. Donc on est sur quelque chose qui, dans son mode de fonctionnement, est en fait assez ressemblant à ce qu'on peut trouver sur des émissions obligataires. Évidemment, une meilleure maîtrise du coût, puisque l'analyse d'une émission, également les coûts de transaction, peuvent être plus importants que si on prend des parts dans un fonds. Et ensuite, la couche de liquidité supplémentaire. On a dit que le cas de bond pouvait être liquide, puisqu'il y a un marché ouvert dessus. Il a également l'avantage, en cas de crise financière, de conserver plus facilement sa valeur, donc d'être une source de liquidité sans réalisation de moins-value. Donc ça peut être un avantage. Mais évidemment, on a une couche de liquidité complémentaire via un fonds, puisque le fonds lui-même a sa poche de liquidité, et le fonds peut également être échangé. Alors, donc, du coup, dans cette slide et dans la slide suivante, ce qu'on voit, c'est que les ILS ont fait preuve d'une bonne protection et de rendement assez élevé par rapport à des investissements comparables. Comme l'a dit Bastien, ils n'ont quasiment aucune corrélation avec les autres actifs, crédits, actions notamment.
Et généralement, les ILS n'ont pas été touchés par les événements économiques. Donc là, on voit que dans les périodes de baisse des taux en 2019 et avec aussi la Covid, on n'a pas eu d'impact sur les marchés des ILS. Et plus récemment, avec la hausse des taux et puis les déclarations de Trump, on n'a pas eu non plus de variation forte de ces marchés. Si on regarde dans cette slide, ce qu'on peut voir, c'est que le rendement des ILS est assez élevé. Donc, on a un rendement attractif de l'ordre d'environ 3,5%, ce qui est supérieur au rendement des Govies et des corporates notés A, un peu inférieur au high yield. Et par contre, on a une volatilité qui est similaire, voire inférieure. Quand on regarde à droite les corrélations, on voit que les ILS sont fortement décorrélés des autres catégories d'actifs. Donc on voit qu'avec les Govies, par exemple, ils ont une corrélation à 8,5 et des corrélations avec les autres classes d'actifs de l'ordre de 15%. Si en bon actuaire, on décide de faire une analyse des risques auxquels on s'expose en faisant un investissement ILS, on a essayé de classer ces risques, ils sont au nombre de 9, je vais me concentrer sur les principaux et passer les autres plus rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. Le premier qui est assez évident, c'est le risque d'événement, donc c'est le risque d'avoir un séisme, c'est le risque d'avoir une inondation, c'est le risque d'avoir un ouragan. Donc mécaniquement, si l'événement se déclenche, la valeur nominale de l'investissement que vous avez fait dans un cas de bond ou dans cas de transaction ILS va vous causer une perte et donc vous générera un remboursement moindre, voire la perte totale du capital. Donc ça, c'est évidemment le principal risque auquel on est exposé et qui doit être bien modélisé pour s'assurer qu'on a un niveau de rentabilité qui est adéquat au regard des risques qui sont pris. Puisqu'on évoque essentiellement des catastrophes naturelles, le premier réflexe est de se dire qu'avec le changement climatique, on va avoir une augmentation de ce risque et donc potentiellement une diminution de la valeur de ces fonds. C'est une question qui est tout à fait légitime et je pense que le point intéressant pour la regarder, c'est plutôt comment est-ce que ce risque est maîtrisé, parce que le fait que le risque soit là est plutôt indéniable. Déjà, tous les risques qu'on va trouver dans un fonds ILS ne sont pas soumis au changement climatique. Du risque séisme, il n'y a pas tellement d'effet du changement climatique. On peut avoir également certains risques qui vont diminuer un petit peu avec le changement climatique. Par exemple, on s'attendrait à avoir, d'après les experts, moins d'intensité dans les tempêtes hivernales en Europe, type Lothar et Martin. Après, sur le gros des risques, donc tout ce qui va être ouragan, on peut avoir une hausse des intensités, les inondations aussi. Le point clé, c'est qu'on est sur des investissements assez courts. On l'a dit, un cas de bond, il va durer entre 3 et 5 ans. Les modèles sont en évolution constante. Il y a plusieurs modèles qui servent à comparer les résultats. Et donc, on a un repricing qui est récent. C'est-à-dire que quand on va aller prendre un risque sur un cas de bond, on est embarqué, si je peux dire, pour 5 ans, là où le risque climatique, c'est un risque qui a un déclenchement qui est potentiellement plus long. Donc, cet aspect repricing joue beaucoup. On a évoqué le risque de modèle. On a beaucoup parlé du risque de base tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. On a un risque de change potentiel pour un investissement en Europe et en euros parce que ces fonds sont valorisés en dollars. Il peut y avoir des émissions qui sont faites de cas de bond dans d'autres devises, mais en fait, on va avoir du hedging à l'intérieur des fonds, mais le fonds, de manière générale, va plutôt être en dollars. Le risque de liquidité, on l'a évoqué juste avant. On peut avoir un risque perçu d'antisélection, d'asymétrie d'information. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec la réassurance traditionnelle. Dans la réassurance traditionnelle, on a potentiellement plus d'informations sur les expositions très granulaires. Dans une émission de cas de bond qui est quelque chose d'assez réglementé, on va avoir plus d'informations sur le programme global de la cédante, les risques qu'elle prend. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'informations qui sont à disposition. Après, évidemment, si on est sur une Industry Loss Warranty ou si on est sur une assurance paramétrique qui va dépendre de la vitesse du vent, là, l'aspect anti-sélection mécaniquement devient négligeable. Le risque de crédit sur l'émetteur est complètement couvert par le collatéral, c'est-à-dire que l'argent de l'émetteur ne va pas à la cédante. L'argent qui est investi par l'investisseur est placé dans un collatéral. Il ne se retrouve pas au bilan de la cédante qui a transmis son risque. Elle ne le récupère qu'en cas d'événement. Donc le risque de crédit est ici très réduit et le risque de taux est également très réduit du fait que les cas de bond sont en fait des émissions obligataires qui sont sur un taux variable. Donc les principaux risques restent quand même sur les événements naturels en tant que tels. Les autres risques sont normalement plutôt maîtrisés et bien identifiés.
Très rapidement, sur leur traitement prudentiel, on a une certaine disparité au niveau du pilier 1 dans l'appréciation qui en est faite, c'est-à-dire qu'il va plutôt être considéré parfois comme un actif obligataire non noté, donc avec un calcul sous la forme d'un SR de spread, ou une vision qui est une vision plus par transparence, en allant appliquer les modules 4, par exemple, si on est en formule standard, donc sur les zones géographiques et les périls qui sont encourus, ou pour les acteurs les plus conservateurs et incertains sur l'approche à retenir, plutôt un cumul des deux. Évidemment, pour un FRPS, on a une bien plus grande simplicité puisque le besoin en capital n'est pas lié à la catégorie d'actifs. On a évidemment des besoins de bien identifier ces risques, donc de gérer ça dans la politique d'investissement au niveau du pilier 2, souvent avec des limites. Les investissements qui se font, notamment pour des primo-investisseurs, restent sur des poches plutôt faibles et bien diversifiées de cas de bond. Et ensuite, dans le cadre du pilier 3, évidemment, il faut indiquer quelle valorisation a pu être faite de ces ILS et le système de gestion des risques qu'on a pu mettre derrière cet investissement. Alors, je vois qu'on est quasiment arrivé au terme du temps qui nous était alloué, mais si vous le souhaitez, on est à votre disposition pour quelques questions. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Sur les impacts en termes de solvabilité 2, est-ce que vous avez également des impacts au niveau du SR de contrepartie qui peuvent se poser sur ces types d'actifs? Alors, en pratique, on a plutôt vu des approches qui étaient de considérer qu'on était sur un actif de type obligataire, donc exposé à avoir un SR de spread, donc ce qui mécaniquement l'exclut du périmètre du SR de contrepartie, sauf à considérer la transparisation d'un fonds ILS dans lequel on peut avoir une poche de liquidité. Oui, après, le risque de contrepartie, entre guillemets, c'est un fonds monétaire ou une émission supranationale AAA. Donc, voilà, donc du coup, ce sera epsilonesque, quoi. Bonjour, merci pour la présentation. Sur le graphique de performance historique des ILS, on voit que ça décroche là quelquefois. En fait, à ces moments-là, il se passe quoi? C'est un bond qui va à zéro ou c'est un peu tout le portefeuille qui souffre? Si on regarde par exemple le décrochage le plus récent en 2022, c'est l'ouragan Ian. Donc il faut se rendre compte qu'on n'a pas une idée immédiate de quel est l'impact en termes de pertes assurantielles de cet ouragan. Donc à ce moment-là, en gros, tous les cas de bond qui vont être exposés à de l'ouragan Floride vont décaler à la baisse, proportionnellement, on va dire, à leur niveau de risque. Ça peut être récupéré en quelques semaines, en quelques jours, au fur et à mesure des nouvelles qui s'éclaircissent sur l'impact réel. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que par exemple, on garde de la liquidité, des valorisations, on va dire, normales sur, par exemple, les bonds tremblements de terre qui ne sont pas exposés à ce risque. Donc il peut y avoir un peu de contamination parfois, mais globalement, ça reste concentré, les baisses de prix en mark-to-market sur les bonds qui sont vraiment exposés à l'événement qui se passe. Donc les baisses que vous observez, c'est typiquement en 2017, c'est HIM, enfin, c'est des ouragans US ou d'autres séries d'événements climatiques. Bonjour. Déjà, j'ai une question. C'est quoi l'axe vertical de cette graphe? C'est le rendement? Alors, c'est la valorisation des indices qui ont été retenus, qui sont sur une base 100. Donc, on voit qu'en mai 2015, toutes les lignes partent à 100. Donc, l'idée, c'est si on avait investi 100 en cas de bond, en govies, en corporate ou en high yield en mai 2015, combien est-ce qu'on aurait au cours du temps? Ok, d'accord, ok, merci. Donc, dans le contexte de la taux d'intérêt haut et aussi l'augmentation des risques climatiques, catastrophes naturelles,
Est-ce que le 4 bond, c'est aussi attractif que les autres bonds plus traditionnels, comme les années précédentes? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, en tous les cas, sur le marché des 4 bonds, alors, les 2 dernières années, les niveaux de valorisation, enfin, en tout cas les niveaux de spread étaient très élevés, donc très intéressants en termes de rendement. Depuis le début de l'année, enfin depuis plutôt milieu d'année dernière, il y a eu quand même un resserrement des spreads, mais on reste sur des niveaux intéressants historiquement. Et comparativement aux autres classes d'actifs, je vais peut-être laisser la parole à... Ouais, effectivement, quand on regarde le graphique, on voit que depuis mai 2022, on a plutôt une bonne augmentation et un ralentissement depuis environ un an. Mais on est sur une des classes qui a le plus performé. Et après, si on la compare avec le high yield, on voit qu'on est sur une évolution des indices qui est assez similaire. Donc ça reste une classe qui est très compétitive et qui a très bien performé ces dernières années. Ok, Max. Du coup, le risque premium, c'est le même risque premium comme les années précédentes? Le risque des premium. Oui, enfin, le rendement global des 2 dernières années, c'est à peu près 13% par an. Ok. Donc ça, c'est à la fois le rendement du collatéral et la prime de risque. Donc le rendement du collatéral, en gros, c'est le taux swap en dollars. Et par-dessus ça, il y a la prime de risque pour le risque lui-même. La prime de risque se stabilise, voire baisse un petit peu ces derniers temps, mais ça reste à un niveau très élevé par rapport à des moyennes historiques. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre attention.